Bonjour et bienvenue dans Europe Hebdo à Bruxelles. Aujourd'hui, un invité exceptionnel, Martin Schulz, le président du Parlement européen. Et cette semaine, reportage en Tunisie où un projet de chaîne de télé pour promouvoir la condition des femmes dans les pays du printemps arabe a vu le jour avec des soutiens européens. Mais tout de suite, avec Martin Schulz, nous allons évoquer les dossiers chauds qui inquiètent l'Europe. On commence bien sûr par le cas chypriote. Plus d'argent. La plupart des distributeurs de billets à Chypre sont vides. L'activité des convoyeurs de fonds a été suspendue, conséquence du plan de sauvetage européen accordé au pays en échange de l'imposition d'une taxe sur les dépôts bancaires. C'est sans doute injuste, mais c'est une solution. Je suis venu retirer de l'argent, mais tous les retraits ont été bloqués. La situation est tragique. Les milliards d'euros donnés par l'Union européenne ne règlent pas le problème de Chypre. La population rejette le plan de sauvetage et la proposition de taxer les déposants ne passe pas dans le pays. Ils veulent nous vider les poches. C'est le cri de colère de ce travailleur à la mairie de Nicosie. Il discute avec ses salariés du plan de l'Union européenne qui a imposé une taxe sur les dépôts bancaires. Ce n'est pas juste. L'Union européenne veut nous voler l'argent qu'on a mis toute une vie à gagner. Alors ce sont donc des témoignages de chypriotes diffusés par toutes les télévisions européennes. Avec nous sur ce plateau, Martin Schulz, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du Parlement européen. Vous êtes un homme fort de l'Europe parce que le Parlement européen compte de plus en plus dans les débats européens et dans les décisions européennes. Une question tout de suite donc sur Chypre. Est-ce que selon vous, Chypre pourrait quitter la zone euro? Non, pas du tout. Il faut qu'on garde la zone euro ensemble. Il ne faut pas sous-estimer la volonté de quelques qui spéculent et qui mettent leur argent sur les paris de l'éclatement de la zone euro. Et un pays est important comme l'autre, les petits comme les grands. Il faut garder l'union monétaire ensemble parce que dès qu'ils arrivent une fois de séparer un pays des autres, ils vont continuer. Prochaine cible sera l'Espagne, le Portugal, l'Italie, etc. Et ça nous coûte cher. Donc, nous avons un intérêt commun de garder l'union monétaire ensemble. Il ne faut pas, mais on fait comment? Parce que si les Chypriotes ne veulent pas de cette taxe sur les comptes, et si l'Union européenne, et en particulier l'Eurogroupe, ne veut pas payer la totalité de ce qu'il faut pour Chypre, la situation est bloquée. Comment on fait? Oui, il faut trouver une sortie, mais une sortie qui inclut deux éléments. À l'un côté, je comprends absolument les gens que nous avons vus ici, qui sont en colère. On ne peut pas laisser payer les petits gens, les petits épargnants pour les pertes des grandes banques. Ça ne va pas du tout. C'était la raison pourquoi il y a la directive adoptée ici au Parlement de garantie des dépôts jusqu'à 100 000 euros. À l'autre côté, on comprend les Chypriotes qui ont des investisseurs, surtout russes, mais aussi des autres, avec des grandes dépôts, avec des taux d'intérêt à leur profit qui est incomparable, plus haut qu'en France ou en Allemagne, par exemple. Mais ces gens-là, à partir de 100 000 euros, on peut les imposer et laisser les autres libres au-dessous. Des 100 000, il faut que les Chypriotes eux-mêmes trouvent une solution pour contribuer leurs 5 milliards. Comment ils le font? C'est à eux. Mais imposer les riches plus que les pauvres, je crois que ça, c'est une question de justice. Mais en ponctionnant directement sur les comptes bancaires, est-ce qu'un tabou n'a pas été levé? Oui, absolument. Un tabou levé, selon vous, on peut dire ça? Est dangereux. Si les gens, dangereux. oui, absolument. Si les gens ont l'impression que leur argent sur les banques n'est plus sûr, ça, c'est certainement pas très raisonnable. Donc, ce n'était pas la décision la plus raisonnable. Comment vous qualifieriez justement cette décision qui a été prise ici il y a quelques jours à Bruxelles, à 4 heures du matin, à l'issue d'une nuit très très compliquée? Comme d'habitude, chez nous, c'est ce que le Parlement critique. Moi, je critique depuis toujours. Trop vite, sous pression, à huis clos, en pleine nuit, avec pression, ça ne fonctionne jamais. C'est une erreur qui a été faite? Alors, en ce qui concerne la garantie des dépôts et la contribution, il faut trouver une solution qui protège les petites entreprises, les moyennes entreprises, les petits épargnants et qui pèse, disons, qui mettent le poids de contribution sur les épaules qui sont plus forts.
Vous le mettez à quel niveau? C'est-à-dire 100 000 euros, 20 000 euros, 25 000 euros? Non, c'est pas à moi d'en juger. Moi, j'ai dit tout d'abord le 25 000. Je crois qui à Chypre a 25 000 euros sur un compte bancaire dans ce pays, c'est le maximum. Mais comme un des hommes a dit, c'est l'épargnement de toute une vie. On ne peut pas l'imposer. Donc il faut trouver une formule qui est très chypriote, qui est appropriée aux circonstances très spécifiques dans ce pays. Mais une chose est claire, nous avons une directive européenne pour la garantie des dépôts et il ne faut pas en toucher. Donc pendant les jours qui viennent, il faut trouver une solution qui contente à l'un côté les intérêts des Chypriotes de garder leur système financier, mais à l'autre côté, on ne peut pas demander des contribuables européens d'équilibrer les pertes des oligarques russes. Quand vous avez appris justement cette décision qui avait été prise, qu'est-ce que vous êtes dit? Là, on fait une erreur, enfin, c'est pas vous, mais qu'est-ce que vous êtes dit? Je trouve que l'Eurogroupe a créé une situation qui est un coup dur, pas seulement contre l'Eurogroupe, contre les institutions européennes entièrement. Et pour la zone euro? La zone euro, maintenant, n'est pas en danger, j'en suis sûr, mais ça montre de nouveau, nous avons une zone d'économie avec un monnaie commun, avec une banque centrale et 17 gouvernements qui décident à l'unanimité. Ça ne fonctionne pas. Nous avons besoin d'une réforme entière du système de la gouvernance économique en Europe. Est-ce que vous craignez, ce sera ma dernière question sur Chypre, une contagion ou est-ce que vous craignez déjà que tout simplement la confiance du consommateur, de l'épargnant, du déposant européen soit rompue aujourd'hui? Disons, si nous ne corrigeons pas l'erreur faite pendant le week-end, et pas seulement par l'Eurogroupe, il faut avouer que aussi le gouvernement chypriote est un membre de l'Eurogroupe. Ce n'est pas seulement les autres, c'était aussi les Chypriotes qui ont insisté à l'inclusion de petits épargnants à la contribution. Si on corrige ça maintenant avec plus de justice sociale et avec une contribution de Chypre aux 17 milliards qui est fiable, on va sortir très vite de cette irritation. Mais j'espère que ça aura lieu. Et sinon, si on n'y arrive pas? Si on n'arrive pas, on est certainement dans des turbulences. Je crois que les marchés financiers attendent que la zone euro agisse cohérent. Alors il y a un deuxième dossier qui évidemment intéresse beaucoup ici au niveau européen, c'est celui de la Syrie. Il y a eu un sommet européen il y a quelques jours ici à Bruxelles et la France, avec François Hollande et la Grande-Bretagne avec David Cameron, ont demandé la levée de l'embargo sur les armes pour les rebelles. Je vous propose de regarder ce reportage et ensuite votre opinion. Regardez. Et voici la question syrienne qui s'impose au menu du sommet européen. Le dossier n'est pas à l'ordre du jour, mais quelques heures avant l'ouverture des discussions, Paris fait une annonce. La position que nous avons prise avec François Hollande, c'est de demander la levée de l'embargo sur les armes. Dès son arrivée au Conseil, François Hollande confirme la position française. La France considère qu'aujourd'hui, en Syrie, des armes sont livrées, mais au régime de Bachar el-Assad et notamment par les Russes. Nous souhaitons que les Européens lèvent l'embargo. L'initiative prend de court les partenaires européens. Mais le Premier ministre britannique David Cameron est sur la même position. Volontaire de la première heure en Libye, Paris et Londres prennent leurs responsabilités. François Hollande et moi-même, nous sommes d'accord pour lever l'embargo sur les armes en Syrie. Parce que cette mesure revient à traiter de la même manière le régime syrien et l'opposition. Seule la Slovénie soutient la position franco-britannique. La plupart des partenaires, Allemagne en tête, redoutent que les armes ne tombent dans de mauvaises mains. Si l'armement des rebelles venait d'une coalition plus large de pays et qu'il gagnait en technologie, cela pourrait, je pense, rendre la situation encore plus instable. Et surtout, une fois que le régime d'Assad sera tombé, ces armes se répandraient dans le Moyen-Orient au sens large et toute la région en serait encore plus militarisée et déstabilisée. Depuis 2 ans, le conflit syrien passé de la révolte à la guerre civile contre le régime de Bachar el-Assad aurait fait plus de 70 000 morts et plus d'1 million de réfugiés. Alors Martin Schulz, est-ce que vous comprenez ce changement de position de la France en particulier? J'ai envie de vous dire, mais quelle mouche a piqué la France? Je comprends très bien les propositions françaises pour le débat. Je ne suis pas moi-même, je suis réticent en ce qui concerne la levée de l'embargo.
parce que la coalition de l'opposition est très incohérente et parmi eux, il y a aussi des forces avec lesquelles on ne peut pas coopérer. On a vu ça, les islamistes, les intégristes, on a vu ça en Libye, comment ça se passe finalement. À l'autre côté, derrière les propositions françaises, il y avait la pensée qu'il faut augmenter la pression maximale sur Bachar al-Assad pour le montrer à long terme tu n'as pas de chance. Et je crois que ça c'est aussi un motif derrière ces propositions françaises. Mais vous êtes quand même opposé clairement à la levée de l'embargo? Non, je ne suis pas opposé du premier moment. Moi, j'ai pris ça aussi avec une certaine surprise que François Hollande l'a proposé. À l'autre côté, je le comprends. Encore une fois, il faut qu'on augmente la pression. Et un annoncement qu'un levé potentiel de l'embargo des armes pourrait renforcer l'opposition, c'est un signal fort à Bachar al-Assad de dégager, de bouger dans toute façon. Et donc la proposition était une proposition qui a animé un débat politique qui je trouve nécessaire. Mais est-ce que, comme le dit François Hollande, le pire, enfin le risque le plus important, ça serait de ne rien faire, de laisser faire? Mais là, il a tout à fait raison. Encore une fois, c'est un double annonce. C'est un message pour Assad, mais à l'autre côté, un message aussi pour l'opposition. Il y a la France et la Grande-Bretagne qui proposent la levée, il y a les autres qui sont réticents. Et ça ouvre aussi un créneau pour un débat au sein de l'opposition. Pourquoi les autres sont réticents? Et peut-être ça mène aussi à une clarification à l'intérieur de l'opposition de se débarrasser de ces éléments qui ne contribuent pas à la libération de pays qui veulent remplacer un système autoritaire par un autre. Pour lever l'embargo sur les armes, il faut l'unanimité des États européens. Vous croyez qu'il va y avoir un accord? J'espère toujours qu'il y a un accord, mais les préconditions, je viens de les décrire. C'est une clarification au sein aussi de l'opposition. On peut augmenter la pression à l'opposition de se libérer de ces forces qui ne sont pas du tout démocratiques. Et je crois le signal est, si ça aura lieu, il y a peut-être aussi une possibilité pour un lever de l'embargo. En fait, l'embargo, pour l'instant, tient jusqu'au 31 mai. Si la France et la Grande-Bretagne décident unilatéralement de livrer des armes aux rebelles syriens, vous trouvez que c'est un précédent dangereux? C'est certainement pas ce précédent. C'est peut-être, et il n'est pas dangereux. Soyons honnêtes, la politique extérieure, la politique de sécurité de l'Union européenne est sous-développée. Nous avons vu, je reviens à la Libye, que l'Union européenne au Conseil de sécurité a voté dans les trois différentes directions, les uns pour, les autres contre, les Allemands abstention. Alors, ce n'est pas un précédent. C'est malheureusement le cas que les Européens ont du mal de trouver là des positions communes. Donc, si je résume bien votre position, vous êtes très prudent sur la levée de cet embargo, plutôt contre, mais si ça venait à se faire, même uniquement la Grande-Bretagne et la France, ça ne serait pas si grave que ça. C'est une certaine normalité que les deux États membres de l'Union européenne, qui sont en même temps des forces veto du Conseil de sécurité, agissent de temps en temps indépendamment. Je ne souhaite pas ça, mais je suis réaliste, je prends note de la réalité. Merci beaucoup Martin Schulz d'avoir répondu à nos questions. On va maintenant partir de l'autre côté de la Méditerranée. Dans un instant, Katia Gilder est son invitée, mais tout de suite donc direction Tunis avec un projet de chaîne de télévision pour les femmes qui est soutenu par l'Union européenne. Reportage à Tunis signé Ahmed Tazir. Je vais le tuer! Je vais l'assassiner! Remontez à bloc, Faiza Majri. Cette journaliste nous emmène pour une balade dans le souk de Tunis. Est-ce que nous, en Tunisie, actuellement, on a peur? Elle interpelle le badaud. Interdit aux non-musulmans. Mais ça n'a pas de sens. Et questionne les filles qu'elle croise. Regardez les filles comme elles sont jolies. Regardez les filles de mon pays. Vous êtes magnifiques, vous êtes de toute beauté les filles. Est-ce que vous sentez qu'il y a un problème dans le pays? Oui, il y a des problèmes. Quel est le problème? Est-ce que vous vous faites agresser quand vous êtes dans la rue? Non, on n'en est pas encore à ce stade. Est-ce que vous avez peur? Je vous l'ai dit, on n'en est pas encore à ce stade. Mais on a vu quand même des changements au niveau vestimentaire. Plus de femmes voilées.
Arrêtons de dire que nous sommes au bord de la crise. On va finir, nous, au bord de la crise de nerfs, d'avoir une fausse image de nous là où vous êtes. Ce jour-là, des centaines de femmes battent le pavé. L'ancien président Bourguiba avait accordé un statut des plus progressistes aux femmes tunisiennes, le plus abouti du monde arabe. Ces femmes ne veulent pas que ces acquis soient remis en cause par les islamistes. Pas plus loin qu'hier, un imam a dit les femmes font des manifestations pour sortir nues dans la rue. Donc rien que voir ça, tu imagines c'est quoi la suite? La situation, comme toute révolution, c'est une situation ambiguë. Ça ne vient que de démarrer. Tout le monde se recherche. Une opposition qui cherche sa voie. Palais présidentiel de Carthage. Le chef de l'État, Monsef Marzouki, célèbre la Journée internationale de la femme. Et quand on lui demande si les acquis de la Tunisienne sont menacés aujourd'hui, le président s'énerve. C'est de la foutaise pure et simple. Jamais, jamais les droits de la femme n'ont été aussi respectés, jamais n'ont été aussi peu menacés. C'est tout simplement les gens qui crient au loup, au loup, au loup, alors que le loup n'existe que dans leur fantasme. Je peux vous assurer une chose, que ça relève du dénigrement et que ça relève tout simplement de la mauvaise foi. Qu'est-ce que vous leur dites à ces gens-là? Ces gens-là, je leur dis taisez-vous. Merci. La femme, justement l'objet d'une conférence dans un hôtel huppé de la capitale. Je voudrais à présent vous présenter brièvement le projet Nissa TV. Lila Lefebvre est correspondante à Bruxelles pour plusieurs médias internationaux. Elle a convié ses amis, une ministre finlandaise, une députée européenne entre autres. Elle est venue annoncer le lancement dans un an de la première chaîne de télévision dédiée aux femmes du bassin méditerranéen, un pont jeté entre les deux rives. Inès Ayala Sender est espagnole et députée européen. Elle en est convaincue. Le projet Nissa TV peut être financé grâce à l'aide d'une fondation européenne pour la démocratie. Pour le moment, on partira autour de entre 12 et 14 millions d'euros. Essayez vraiment d'aller vers les journalistes, vers ces initiatives et Nissa TV. Je trouve que, entre autres fonds, ça peut être justement un de ces instruments dont nous voulons pour ces genres de fondations. Si notre députée est optimiste, Laura Baeza l'est beaucoup moins. Elle représente l'Union européenne en Tunisie. En période de crise, pas sûr que l'Europe ait les moyens de financer une télévision. Pour l'instant, elle a le support politique de l'Union européenne à très haut niveau. Le Parlement européen... C'est-à-dire très haut niveau? Très haut niveau, ça veut dire Madame Ashton. Il n'y a pas de ligne budgétaire qui ont été décidées pour Nissa TV? Pas encore. Le Fonds européen pour la démocratie? Pas encore. Non. Il n'y a rien pour l'instant, il n'y a pas d'argent pour l'instant. Pour l'instant, il n'y en a pas, non. Nissa TV aurait pourtant beaucoup à raconter. Si elle avait existé, la télévision aurait certainement braqué ses caméras vers le théâtre El Hamra et son spectacle Monstra Namums. Le désenchantement après la Révolution, la femme et son rêve voilé. Voilà pour ce sujet signé Ahmed Tazir et réalisé à Tunis, et nous sommes revenus à Bruxelles. Nous sommes avec Lila Lefebvre. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le pilote, si je puis dire, de ce projet, la directrice du projet Nissa TV. Alors, cette chaîne, vous avez fait une conférence de presse ici il y a à peu près un an avec des députés européens. Le projet a avancé depuis. Nissa TV, d'abord, qu'est-ce que ça veut dire et quelle est la vocation de cette chaîne que vous voulez faire naître? Alors, comme son nom l'indique, Nissa veut dire femme, au pluriel en français, women en anglais, et c'est une chaîne de télévision qui sera dédiée totalement aux femmes euro-méditerranéennes. Il faut dire que l'offre des chaînes aujourd'hui, des deux côtés de la Méditerranée, rive nord comme rive sud, elles sont soit superficielles ou alors archaïques. Donc c'est un projet innovant, c'est un projet d'envergure sans précédent. La deuxième raison aussi, pour laquelle un jour je me suis réveillée et levée le matin et je me suis dit, ah tiens, pourquoi pas une chaîne de télévision dédiée aux femmes? Parce que tout simplement on n'en parle pas. Il y a trop de stéréotypes.
de part et d'autre de la Méditerranée. Mais donc c'est une chaîne qui serait dédiée spécifiquement aux femmes, qui vise à promouvoir la condition féminine, mais aussi peut-être les valeurs de la démocratie dans ces pays qui ont connu un printemps arabe qui aujourd'hui peut être remis en question. C'est ça le but du projet aussi? Nissa TV n'est pas une chaîne destinée aux pays du printemps arabe. Ça, il faut absolument que ce soit clair. C'est une chaîne de télévision européenne, européenne et méditerranéenne. Quel pays visez-vous en particulier? Nous visons ce qu'à un moment donné, l'ancien président français a appelé l'UPM. Hein, donc l'Union pour la Méditerranée, ça englobe 43 pays. Donc de la rive sud et est de la Méditerranée, plus les 27 pays de l'Union européenne. Y compris la Turquie, bien oui, sûr. Forcément. Alors, on voit que vous avez des soutiens politiques, notamment celui de Madame Catherine Ashton, la haute représentante pour la diplomatie européenne. Mais est-ce que vous avez l'argent aujourd'hui? Est-ce que vous avez le nerf de la guerre? Le nerf de la guerre, les soutiens financiers. Nous avons en fait des promesses. Vous savez que vous évoquez à l'instant Catherine Ashton. Elle a été à l'initiative de ce qu'on appelle aujourd'hui le Fonds européen pour la démocratie. Je pense que c'est un instrument qui cadre très bien avec notre projet. On attend donc de recevoir un soutien. Il existe ce Fonds pour la démocratie? Absolument. Donc absolument. Il y a des il a été pensé par Catherine Ashton en 2011, donc au lendemain des printemps arabes. Aujourd'hui, il est devenu une réalité et nous espérons, nous aspirons à recevoir donc un soutien financier de l'Union européenne. Aussi, autre chose de très important, Nissa TV est ouverte aux investissements privés comme publics, de part et d'autre de la Méditerranée. Donc ça n'est pas une chaîne européenne financièrement, comme on a essayé de le dire lors de la conférence à Tunis, les 7 et 8 mars dernier, mais nous sommes ouverts donc aux investissements arabes, aux investissements sud-méditerranéens, mais aussi de l'Europe. De l'Europe, mais alors en même temps l'Europe est en crise, on le sait, on le dit, on ne fait que de le dire dans cette émission, elle n'a pas d'argent, les discussions sur le budget européen sont toujours en train de suivre leur cours dans la peine. Il y a beaucoup de programmes qui voient leurs fonds réduits. Est-ce que vous n'avez pas des inquiétudes? Qu'est-ce qui vous fait penser que les Européens vont privilégier votre projet, qui sur le papier est très beau effectivement, mais qu'est-ce qui vous fait penser qu'ils vont privilégier votre projet plutôt qu'un autre? Très bonne question. Il faut aussi... En période de crise. Effectivement, il faut aussi en même temps que l'Union européenne ait les moyens de sa politique. Vous savez, ce qu'on appelle aujourd'hui la nouvelle politique européenne de voisinage, qui est pour moi une sorte d'investissement, si on parle que du sud de la Méditerranée. Elle s'était engagée à réaliser des investissements dans cette région-là du monde, c'est ça que vous dites? Absolument, elle s'est engagée de soutenir toute une série de programmes, notamment sur le plan économique, mais pas seulement, sur le plan de la démocratie. Vous le savez, elle compte maintenant énormément sur la société civile des pays du Sud, des pays du printemps arabe. Et donc, j'imagine qu'elle va tenir à ses promesses. Alors revenons dans l'un des pays berceaux du printemps arabe, la Tunisie. Nous avons interrogé la vice-présidente de l'Assemblée nationale tunisienne qui s'exprime notamment sur la question du voile. Écoutez ce qu'elle dit. J'ai côtoyé tellement de femmes habillées de tellement de façons, sari, boubou, foulard, jupe courte, jupe longue. Il ne s'agit pas de la longueur de la jupe ou bien de la couleur de fichu sur la tête. Il s'agit de ce que nous portons comme idée, ce que nous faisons comme action et comment on se voit dans la société, dans la famille, comme actrice. Alors Lila Lefebvre, est-ce que vous pensez que nous-mêmes, de ce côté-ci de la Méditerranée, avons un regard voilé, si je puis dire, sur la femme, l'image de la femme méditerranéenne? Je pense qu'il y a beaucoup de stéréotypes, il y a beaucoup de craintes. Et justement, un des rôles de Nissa TV serait de transformer cette crainte irraisonnée en une curiosité saine. Et pour aller dans les extrêmes, très souvent, les gens du Nord
pensent que la femme du Sud, c'est la femme qui porte un niqab et qui est interdite de conduire une voiture. Et les gens du Sud pensent que la femme du Nord, elle est en string et elle pose sur un capot de voiture. Le string d'un côté, le voile de l'autre, c'est contre ce genre de stéréotypes que vous voulez lutter. Notamment. Avec votre chaîne, mais est-ce que vous êtes prête dans votre future rédaction, si elle voit le jour, d'accepter que des femmes voilées puissent travailler avec vous? Ben oui, il n'y a pas d'exclusion. Elle sera ouverte à toutes. Pourquoi pas? Que le voile, vous voyez bien Madame Badi, je pense. Madame Badi, qui est une femme voilée, mais vraiment, elle donne le sentiment d'être une féministe. Donc, il faut arrêter ces jugements. Il faut arrêter de juger avant de savoir. On n'exclut personne, la femme voilée, la femme dévoilée, la femme noire, la femme blanche, la femme musulmane, la femme chrétienne, la femme laïque, la femme athée. Toutes les femmes seront donc mises en avant dans Nissa TV. Alors, on voit qu'en Tunisie, en Égypte, dans des pays comme ça, la condition de la femme est un peu mise en cause. Est-ce que vous-même, vous vous inquiétez pour le respect des droits de la femme, notamment dans ces pays-là? Vous êtes inquiète? Absolument. Il faut être là justement pour montrer et pour dire que les droits de la femme, au même titre que les droits de l'homme, l'homme avec un petit h, doivent aussi être respectés. Oui, on est un petit peu inquiets, mais nous, journalistes d'abord, on est là aussi pour le dire très haut et pour le montrer. Donc, avec ce projet Nissa TV, ce sera aussi une priorité pour l'emploi, pour la formation? Absolument. Nissa TV aussi, c'est un projet économique. On va créer de l'emploi de part et d'autre de la Méditerranée, oui. Eh bien, très bien. Merci nous avoir expliqué ce projet Nissa TV qu'on va suivre en vous souhaitant bonne chance. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Lila Lefebvre. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, ici même à Bruxelles, au cœur du Parlement européen, avec François Baudonnet, pour une nouvelle émission d'Europe Hebdo. Très bonne suite de programme sur les chaînes parlementaires. Bye bye.